Donc on se disait, je suis manager. Je sens qu'il y a des signaux faibles dans mon équipe. Oui. Qu'est-ce que je peux faire ? Ce que je suggère de faire d'abord, c'est parce que beaucoup de gens s'en rendent compte et puis ils disent ça ira mieux demain, ou c'est de s'arrêter. C'est vraiment de prendre le temps de dire ok, je vois, il y a quelque chose, je le note et je programme dans mon agenda, un temps, un moment pour considérer la chose. Seul ou avec la personne ? D'abord seul. Ensuite, de se dire, ok, il y a un problème. Quel est le degré de gravité du problème ? Je fais partie du problème. C'est systémique. C'est pas parce qu'une personne dysfonctionne que c'est lui qui a l'entière responsabilité. Déjà, de se dire ça, c'est changer son regard sur la chose et peut-être déjà amorcer une solution. Que de dire c'est lui le problème, c'est lui qui dysfonctionne. Donc je pense encore à une responsable d'équipe commerciale dans un grand groupe qui m'appelle parce qu'ils ont licencié un monsieur qui faisait du harcèlement. Donc ils l'ont pris en flagrant délit, donc faute grave, licencié. Et elle m'appelle parce que le harcèlement continue alors qu'ils ont licencié le harceleur. Donc c'est pas uniquement la personne qui pose problème, mais pourquoi la personne a tel comportement ? Et là, mon analyse fine, subtile, toutes mes connaissances d'analyse transactionnelle, de comment les gens fonctionnent en équipe, etc., est importante et peut faire une différence. Et évidemment, les gens qui managent, ils pensent faire la bonne chose en licenciant la personne. C'est d'ailleurs ce que propose le système. Faute grave, enquête, au revoir, on passe à autre chose, on assainit. Et je reprends la métaphore de l'aquarium, vous avez les poissons rouges qui ne vont pas bien, c'est pas parce que vous enlevez le poisson rouge qui ne va pas bien, et que vous remettez un autre poisson rouge, si l'eau est toxique, il y a une chance que ce nouveau poisson rouge tombe malade à l'identique. D'accord. Donc il y a les poissons rouges, il faut bien travailler avec eux, il faut bien considérer ce qui se passe pour eux, et puis il y a l'eau de l'aquarium. Et ça, c'est le plus difficile à percevoir, c'est comment je la traite, comment je change l'eau, etc. Là, c'est mon métier. Mais première chose, c'est je prends conscience, je ne l'ignore pas, je le note et je le gère. Alors, je sais que c'est ton métier et que forcément, on ne peut pas considérer tout un tas de processus globaux, systémiques, qui t'ont pris des années à comprendre. Et je pense que c'est peut-être aussi, on peut inviter les gens à prendre un professionnel pour ce type de problématique, pour résoudre les problématiques. Si on en a les moyens, c'est probablement une bonne idée, parce que vous avez, en tant que professionnel, l'ensemble des outils, des techniques ou des postures qui serviront à résoudre le problème. Cela étant dit, je reste un peu dans ma démarche, après tu me diras, de vouloir un petit biscuit. Est-ce qu'il y a quelque chose, une fois qu'on a identifié, ok, prendre un peu de temps pour le considérer, et ensuite, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai considéré ? Prendre ma part de responsabilité, c'est se poser la question, pourquoi je vis ça ? Qu'est-ce qui fait que ça arrive ? Et qu'est-ce que je peux, moi, en tant que manager, en tant que directeur, en tant que responsable, quelle est ma part en fait ? Et qu'est-ce que je peux modifier ? Et aller dans l'ouverture. Oser parler, d'oser dire il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et même de demander du feedback. Qu'est-ce que vous pensez de moi ? Qu'est-ce que vous pensez de ce que je fais, de comment je le fais ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? Vraiment d'aller chercher. Ça, pour moi, c'est ça, être responsable, c'est être cause que quelque chose arrive ou quelque chose d'autre puisse arriver. Et c'est d'aller chercher du feedback. Et où est ma part à moi ? Et les autres peuvent le renvoyer. Ouais, parce que souvent, dans ce genre de situation, c'est humain, c'est naturel, c'est compréhensible. On va rechercher la faute chez l'autre. Alors, les autres, la personne qui semble générer le problème, l'équipe ou le système. Mais c'est pas moi le problème. Jamais. Donc c'est important cette J'aime bien ce que tu dis. Ce n'est pas moi le problème et ce n'est pas non plus celui qui dysfonctionne qui est le problème. Mais il vit
des choses qui l'amènent à avoir un comportement qui dysfonctionne. Et on peut imaginer que même quelqu'un qui a un tempérament à pouvoir verser dans le toxique, entre guillemets, rapidement, quand il est dans un environnement qui est très structuré, avec une certaine éthique, des valeurs et un management qui est sain, peut-être qu'elle ne dysfonctionnera pas dans cet environnement-là. Et là, on parle bien de l'eau de l'aquarium. Dans quelle eau je me baigne? Il y a des poissons d'eau froide, il y a des poissons d'eau chaude. De quelle eau j'ai besoin? C'est ça le travail que je fais avec des groupes. C'est comment je change la température de l'eau, par exemple. Et comment on peut changer la température de l'eau? Alors, la température de l'eau. Le travail collectif que je propose, c'est avec l'outil qui s'appelle l'élément humain. C'est Will Schutz qui a mis ça au point dans les années 50-60, qui part du principe que toute personne, pour pouvoir travailler collectivement, doit d'abord être bien avec elle-même. D'accord. Et le problème de toute personne, quel que soit le niveau hiérarchique où elle est, c'est comment je fais face. La plus grande peur de l'être humain, c'est comment je vais être en mesure de faire face à ce qui pourrait arriver. Et ça drive la majorité, c'est à l'unanimité, c'est vraiment tout le monde est drivé par ça. La peur de ne pas être capable de faire face. Et donc l'être humain met en place des mécanismes de défense psychologique pour ne pas ressentir la douleur qu'il pourrait ressentir s'il était reconnu comme incompétent à quelque chose. Et c'est ça qu'il faut aller d'abord travailler. Alors qu'en fait, si on arrive, je dis bien si on arrive, c'est pas forcément facile, mais de détacher son ego et se dire ah là j'ai été incompétent, ou peut-être que le mot incompétent il est un peu bâtard ce mot parce qu'il est un peu sur le faire et un peu sur l'être. Oui. Mais si on arrive à trouver un mot peut-être qui est que sur le faire, mais là j'ai pas. En tout cas, mais c'est les deux, hein. C'est les deux. C'est est-ce que je vais être être de la bonne humeur? Est-ce que je vais être la bonne personne? Est-ce que je vais être capable de faire ce qu'on me demande? Bon, alors si on revient, on utilise ce mot sans jugement aussi. Si j'arrive à me dire là, j'ai pas été compétent, je peux aller voir le problème tel qu'il est. Exactement. De dire là, j'ai pas été compétent, j'ai pas été à la hauteur de l'attente de mon supérieur, par exemple, ou même de moi-même. Ou des objectifs. Ok, on le met à table. Et la bonne ambiance, c'est ok, qu'est-ce qu'il a manqué pour qu'on y arrive ensemble? Plutôt que dire oui, t'as merdé, allez, on va prendre quelqu'un d'autre qui serait meilleur que toi. Peut-être qu'on fera à un moment donné le constat de cette chose-là. Mais la première chose à faire, c'est de regarder qu'est-ce qu'il a manqué? Qu'est-ce que j'aurais pu, moi, qu'est-ce que lui aurait pu, qu'est-ce que nous aurions pu mettre en place pour... en fait, on se rend compte que on travaille tous dans notre coin. Je suis intervenu dans une start-up comme ça, vraiment des gens très très intelligents, des doctoreurs, et qui rassemblent leurs connaissances, leurs compétences, leur travail, mais qui travaillent chacun dans leur coin. Et ils étaient en télétravail ou même pas? Il y a les deux. D'accord. Il y a des bureaux collectifs et il y a du télétravail. Mais il n'y avait pas assez de points de synchronisation. En fait, tout est génial, tout est performant, mais pas dans la communication. Pas dans l'assemblage de ce qu'ils font, ça n'allait pas. Et donc on a travaillé sur de quoi ai-je besoin en termes d'inclusion, de contrôle et d'ouverture. Et à la fin, après le processus, c'est un processus qui peut être plus ou moins long, ça dépend du temps disponible. On peut travailler en 2 à 4 jours, voire plus. Et les gens se parlent complètement différemment parce qu'ils ont compris en fait que c'est pas de l'incompétence. C'est pas de l'incompétence, c'est des besoins qui ne peuvent pas être apportés. Un besoin de compréhension, un besoin d'écoute, un besoin de pouvoir dire où est ma limite, ou d'avoir besoin d'aide aussi. Et c'est souvent très basique en fait. Il ne faut pas croire que c'est des choses complexes qu'il faut avoir fait 5 ans d'études. Non, on est sur de l'élément humain. C'est quoi être humain? Et en plus, il y a des schémas.
C'est-à-dire que souvent, on a des problèmes qui se répètent d'une société à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'un groupe. Donc, j'imagine qu'on finit par voir un peu les choses. Qu'on repère les patterns, quoi, les schémas. Oui. Il y a des structurations qui se ressemblent, bien sûr. Oui. Donc, si je reviens le cheminement, donc on a dit d'abord écoute du problème, considération. D'abord, je considère qu'il y a quelque chose qui se passe. En quoi je participe. Deuxièmement, en quoi je participe. Je fais partie de la chose qui se passe. Ouais. Troisièmement, de quoi ai-je besoin, ou qu'est-ce que je peux prendre comme responsabilité, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça change. Et ça va être dans le comportement, ça va être dans... c'est vraiment dans l'ambiance, quoi. C'est vaste, en fait. Je ne peux pas dire d'avance. Je comprends. Et si je suis leader vraiment de l'organisation, si j'ai parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans cette position-là, du coup, j'ai plus de pouvoir pour changer l'eau aussi. Alors, est-ce que c'est le bon mot de dire que c'est du pouvoir ? J'ai plus la capacité à changer l'eau aussi, du bocal. Oui. Et dans ce cadre-là, est-ce que tu nous indiquerais quand même la même marche à suivre, ou tu penses qu'il y a un ou deux éléments que tu rajouterais pour justement pouvoir commencer à changer l'eau, à l'assainir, à assainir la structure de mon entreprise, par exemple ? Alors... Ta question, elle est assez vague, enfin pas vague, pardon, vaste plutôt, c'est ça que je voulais dire. L'eau de l'aquarium, elle va vraiment partout, dans les coins, dans les recoins, sous les souches, sous les bateaux qui ont coulé. Et donc, on peut regarder aussi les choses comme un ensemble de prescriptions qui vont amener à changer l'eau. Et tout va dépendre en fait des objectifs. Est-ce que c'est vraiment un changement organisationnel ? Là, par exemple, j'ai accompagné une organisation avec 5 sites répartis en France où il y a un problème de communication entre eux. Et ils sont en forte croissance. Et donc, en fait, c'est une entreprise qui fonctionne bien, et donc elle ne dysfonctionne pas. Mais la forte croissance les amène à voir leurs limites dans leur fonctionnement actuel. Et la directrice générale dit, on doit changer. Il y a quelque chose qui doit changer. Et elle a mis en place des objectifs, des moyens, et puis elle me consulte pour voir comment elle peut être accompagnée avec ses équipes pour que les gens puissent aller vers cette progression. Je ne suis pas sûr de répondre à ta question en même temps, mais... C'était quoi ta question ? Est-ce qu'il y a en tant que leader des choses qu'on peut mettre en place en plus de ce qu'on a dit quand on était juste membre de l'équipe ou manager ? Quand on lead l'organisation, est-ce qu'on peut faire des choses Alors, il y a beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire pour assainir ? Il y a beaucoup de moyens. Il y a l'accompagnement individuel, il y a l'accompagnement collectif, il y a de la formation. Avec ça, on peut déjà faire énormément de choses. Déjà en formation, il y a énormément de sujets. Ce qui compte, c'est de se donner le temps et de mettre de la répétition dans les choses. Pour que la compréhension, elle vienne avec le temps et qu'elle s'intègre. La compréhension de qui je suis, de ce que je vis, de ce dont j'ai besoin, en termes toujours d'inclusion, de contrôle, d'ouverture. Voilà, je prends conscience que je fonctionne comme ça, dans tel milieu, que si on change tel milieu, le milieu d'une autre manière, là par exemple, je te parle de cette entreprise, ça crée tout de suite de la peur. On crée un nouveau poste par exemple, et rajoute un échelon intermédiaire dans la hiérarchie. Qui va avoir la place ? Qui va pouvoir y prétendre ? Est-ce que je vais me retrouver avec un supérieur avec qui je vais bien m'entendre, etc. C'est là que ça se passe en fait. Est-ce que je vais pouvoir faire face ? Est-ce que je vais pouvoir répondre aux attentes ? Est-ce que mes compétences qui étaient reconnues vont-elles encore être reconnues ? Donc on est toujours sur de l'humain en fait. Et donc l'humain, il vit l'instant, mais il a peur de la répétition des choses. Donc il faut structurer, il faut mettre de la répétition.
Il faut parfois y aller à dose homéopathique au début, et puis aller crescendo, et de mettre... voilà. Hein, donc l'humain, il a trois besoins. La structuration, parce que ça lui donne une sensation de sécurité. Ok, je sais que je commence à telle heure, je finis à telle heure, je sais que j'ai une pause à midi, je vais pouvoir aller me restaurer. Ça a l'air anodin comme ça. Mais les métiers où il y a du stress, c'est des métiers où il n'y a pas tout ça. Hein, dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, on ne sait pas si on va pouvoir manger à midi. On n'a pas la même structure du temps. On n'a pas la même paisibilité due au métier. Hein. L'eau de l'aquarium est différente dans un service d'urgence que dans un service de gériatrie. C'est vrai. Donc il faut le considérer. Donc, et puis, l'autre besoin, c'est de la reconnaissance. Est-ce que j'ai de la reconnaissance de mes supérieurs, de mes collègues, de mes clients ? Suffisamment, pas suffisamment. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Il y en a qui en ont fortement besoin. Eh bien, il faut leur donner, c'est une nourriture. Okay. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque énormément dans les organisations. Et puis, l'autre besoin, c'est de la stimulation. Moi, ça a été une des principales raisons de changer mon premier métier. La répétition m'ennuyait et j'avais pas de perspective. J'étais dans une voie où il n'y avait pas de perspective, pas d'évolution possible. Ça me donnait un avenir très sombre, en fait. Voilà, et les humains ont besoin de ça. Qu'ils le veuillent ou non, ça fait partie des 3 éléments de base. Au-delà de boire, manger, etc., dormir, ça sont des besoins vitaux. Mais les besoins psychologiques de l'humain, c'est de la reconnaissance, de la stimulation et de la structure. Et c'est ça, les éléments qu'il faut mettre en place dans l'eau de l'aquarium. D'accord, donc on en revient à ça, c'est ça. Hein. Je suis un leader d'entreprise, d'association, de structure, d'équipe ou autre. Exact. Les 3 premiers éléments du leadership sain, c'est comment je mets en place de la structure, de la reconnaissance et de la stimulation dans mon organisation. Exactement. Et donc la manière dont il va le faire avec lui-même va être modélisante. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ça ? Si le manager ne s'occupe pas de sa propre écologie, qu'il est lui-même en permanence en stress, proche du burn-out, il influence la qualité de l'eau de l'aquarium. Inévitablement. Et donc, quand il est proche du burn-out, il manque un tout petit peu de protection, de structure, justement, envers lui-même. Oui. Est-ce qu'il s'écoute ? Est-ce qu'il se respecte ? Est-ce qu'il est à la bonne place ? Est-ce qu'il aime ce qu'il fait ? Et donc, les autres prennent ça comme modèle. Et donc, il peut y avoir une forme de mimétisme ou de rejet. Est-ce que tu penses on peut dire qu'il y a systématiquement soit du mimétisme, soit du rejet vis-à-vis du leader d'une organisation ? Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui est inspirant. S'il n'a pas un taux d'inspiration pour ses collègues suffisant, il va y avoir du rejet. S'il y a du rejet, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ouverture, il y a de la fermeture. Et dans une ambiance de fermeture, on n'est pas collectivement performant. Chacun va se préoccuper pour soi. Et dans quelle mesure c'est comme une forme de pression de se dire purée, je dois être inspirant. Donc, comment ça peut être vécu comme ça sans forcément me mettre la pression alors que je suis leader. Il y a beaucoup de livres qui parlent de ça. Moi, je sais que j'ai eu pas mal de livres qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont vraiment permis de modifier ma manière de fonctionner. Bon, peut-être que j'avais ça dans le sang dès le départ aussi, je ne sais pas. J'ai eu beaucoup de reconnaissance de mes salariés du temps où j'étais chef d'entreprise. Moi, je ne le vis pas comme une pression, mais ça peut être vécu comme une pression, ça je peux le comprendre. Oui. Et là, j'accompagne aussi des gens pour ça. Hein, Et pour que ce soit pas, justement, tu en parlais tout à l'heure, je pense qu'un des dangers quand on entend ce inspirant, c'est de ne pas confondre ça avec de la compétition.
Ah oui. C'est-à-dire pas me mettre en compétition avec moi-même, Mm. avec les salariés, avec les collaborateurs. Mm. C'est-à-dire qu'il y a d'autres façons d'être inspirant que juste d'être parfait, de soit rentrer dans le driver, soit parfait. Oui. Ah oui, oui. Ou d'être le plus fort, ou d'être le meilleur que les autres. Oui, tout à fait. C'est je ça vois que ce que tu j'entends. veux dire. Il faut faire attention Il faut aussi faire attention à d'aller pas dans... rentrer dans de inspiration via le perfectionnisme ou Oui, une oui, sorte oui, d'idéal oui. du moi, encore une fois. Oui. Mais il y a, en tout cas je le découvre moi dans mon parcours, hein, mais d'autres façons d'être inspirant qui peuvent être simplement Puis attention, je ne dois pas résumer le leadership à l'inspiration. À l'inspiration, hein. Il y a beaucoup d'autres ingrédients. Bien sûr, mais ça me donne, ça me fait réfléchir et je me dis, tiens, il y a d'autres façons d'être inspirant. On peut être inspirant par les décisions que l'on prend. On peut être inspirant par la reconnaissance que l'on donne à son équipe, justement. Quand on est capable de dire aux gens, donner des signes de reconnaissance à son équipe. On peut être inspirant par la mission que l'on porte. Exact. Qui est celle de l'entreprise, qui est noble. D'où l'importance de passer par une phase d'évaluation pour regarder quels sont les besoins. Parce que c'est très différent d'une organisation à l'autre, d'une équipe à l'autre, même parfois d'un service à l'autre, dans une même organisation. Donc c'est très important. Je n'aime pas les recettes toutes faites. Hein. C'est vraiment important. Je vois ça parce que j'essaie de t'amener vers ça depuis tout à l'heure et tu me donnes pas. Donc, mais je comprends. Je comprends qu'il n'y a pas de recette toute faite. Les outils sont communs. Les outils sont toujours les mêmes, quel que soit l'endroit où je vais. L'analyse transactionnelle reste de l'analyse transactionnelle, l'élément humain reste de l'élément humain, etc. etc. Mais non, je suis pour la biodiversité, je suis pour vraiment être très singulier. Ça fait aussi partie de mon ADN, en fait. Moi, ce qui me gêne aussi quand je rentre dans une organisation, maintenant je suis indépendant, mais c'était de devoir correspondre à un moule, un modèle. Et il y a des entreprises où on vous demande vraiment de rentrer dans une espèce de standard. Des choses, c'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Et ça, moi, c'est pas possible. Et ça, c'est personnel. Donc moi, ce que je recherche, c'est justement de permettre la singularité. Et la somme des singularités donne une singularité collective. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et là, je retourne à mon histoire. Comment je fais pour exister, moi, en tant qu'individu, dans une famille nombreuse, où je dois me conformer à un modèle du père, un modèle des frères, etc., etc. Et c'est pareil dans une organisation. Comment je fais pour me retrouver singulier, avec ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce dont j'ai besoin, ce que je dois surtout éviter, et réussir à fournir ce qu'on me demande. Et c'est pour ça que je ne peux pas donner une recette toute faite. C'est compliqué en tout cas pour moi. J'ai 2 sujets qui me viennent. Je pense qu'on n'aura pas le temps de traiter les 2. Je reviendrai. Donc, ouais. Mais du coup, dis-moi lequel t'inspire le plus. Je voulais soit qu'on parle un peu de scénario de vie, parce que tu en parlais tout à l'heure, donc comment on se forme dans l'enfance et qui fait qu'on a les soucis aujourd'hui pour trouver sa place au travail, qui peut être lié au scénario de vie. Donc développer ce sujet-là. Soit développer justement les 3 soifs dont tu as parlé, reconnaissance, structure et stimulation. Comment dans la pratique je peux les rentrer dans mon entreprise, dans l'eau, en tant que leader. Est-ce qu'il y a un des 2 qui te... Je pense que si je commence à parler du scénario, ça va permettre d'engager après, peut-être un autre jour, mais sur les 3 soifs. Donc, ok. Parce que tout à l'heure tu disais que c'est intéressant parce que je t'ai posé la question de qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas à sa place et on n'est même pas resté un instant sur l'ici et maintenant, comment elle se sent au travail, tout de suite tu es allé vers l'enfance et du coup moi ce que ça m'a évoqué c'est un outil peut-être un des plus passionnants en analyse transactionnelle, c'est l'outil la théorie des scénarios de vie. Est-ce que tu peux en parler un peu? Absolument. Peut-être une chose importante à dire aussi, c'est que, parce que tu fais le lien entre le scénario et le poste que j'occupe aujourd'hui, et c'est tout à fait vrai, je pense aussi quand même qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'offres au niveau professionnel. Il y a une raréfaction, en tout cas de la biodiversité, si j'ose dire, de la diversité
Voilà, et je pense que ça fait partie des éléments qui amènent à la souffrance. Okay. Le scénario de vie commence dès que nous naissons, voire même pendant la grossesse, et peut-être même certains disent ce qu'on appelle le projet sens, qu'est-ce que mes parents avaient comme projet qui donne sens à ma vie aujourd'hui, hein, sur le fait de me vouloir ou de ne pas me vouloir. Pardon. Dès que nous naissons, nous arrivons dans une ambiance, nous arrivons dans une famille, nous arrivons dans un milieu, nous arrivons et nous sommes amenés à vivre des choses. Hein. Ces événements-là vont être déterminants. Et si nous mettons 5 personnes qui naissent là, au même endroit, dans le même milieu, etc., ils vont se construire différemment sur les mêmes événements. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que chacun construit son scénario. Le scénario, c'est quelque chose qui va se répéter après. C'est, je n'ai pas la définition précise en tête, mais dans le scénario, on va retrouver ce qu'on appelle les étiquettes. Nos parents vont dire de nous, ah ben, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça. Et on va y donner de l'importance. Dans le scénario, on va retrouver des injonctions. Et ce qu'on appelle aussi des contre-injonctions. Je ne vais pas rentrer dans le jargon. Autrement dit, c'est papa, il dit toujours qu'il faut faire comme ça pour réussir dans la vie. Ou maman, elle pense que c'est comme ça qu'il faut faire pour aimer les femmes. Et on reçoit toute une série de messages, d'informations qui, par répétition, finissent par définir une espèce de cadre de référence dans lequel nous nous enfermons. Et puis on vit des choses fortes sur lesquelles on va devoir se construire. Hein. Et à un certain moment, l'enfant va commencer à voir qu'il est un individu à part entière, qui n'est plus confondu au milieu, à la famille, aux parents. Et c'est ce qu'on appelle l'individuation. Il devient un individu séparé des autres. Et ce moment-là est très important parce qu'il va mettre en place des décisions. Il y a aussi autre chose, je n'en trouve pas le mot, mais des croyances aussi. Il va interpréter toute une série de choses à son sujet qui vont le déterminer. Okay. Et c'est cette détermination-là qui va lui donner de la répétition dans sa vie. Il va tellement y croire qu'un jour il va vivre quelque chose différent. Il va dire non, c'est pas pour moi. Et il ne va pas pouvoir prendre l'occasion. Là, c'est comme ça qu'il y a des gens qui se retrouvent tout le temps dans le même boulot et ils ont beau changer, ils quittent une boîte, ils retournent dans une autre, ils reprennent le même, ou le même type de responsabilité, ou le même type de positionnement, etc. Parce qu'ils ont un cadre de référence que si un jour ils se retrouvent en dehors, ce n'est pas confortable. Alors que c'est ce qu'ils désirent, peut-être. Et je prends mon exemple, j'ai quitté le fonctionnariat, c'était une épreuve. Hein. J'étais bien, j'avais mon horaire de 38 heures semaine. À l'époque, j'avais mon salaire fin du mois. C'était cool, quoi. Et puis quitter ça, c'était assez complexe, hein, de me mettre indépendant, de créer mon entreprise. Et j'avais pas de modèle dans la famille. Ça m'a demandé énormément de courage, de patience, de travail personnel. Donc tu es sorti un peu de ton scénario quelque part. Hein. Je suis sorti de mon scénario, absolument. Tu aurais pu rester dans ton confort, inconfortable mais méconnu. Tout à fait, tout à fait. Et donc quelque part, de changer de vie, de changer de corps, de changer de métier, ça demande parfois de sortir de son scénario de vie. Pour moi, c'est l'objectif. Pour moi. Qui est ce schéma justement répétitif, voilà. inconscient. Et donc tout ce que j'étudie, c'est comment je sors de ce schéma qui se répète en permanence. Pour ceux qui voudraient aller plus loin sur les scénarios de vie, il y a ce livre. Eric Berne, que dites-vous après avoir dit bonjour ? Oui. Où il explique sa théorie sur les scénarios de vie. Oui. Alors on va pas faire un cours entier non, ce serait assez vaste. Sur les scénarios de vie. En tout cas pas aujourd'hui, peut-être une autre fois, hein, pourquoi pas faire un truc là-dessus. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est qu'Eric Berne a constaté qu'il y a 3 grands types de scénarios. Ce qu'on appelle un scénario gagnant, perdant et non gagnant. Et donc le scénario
gagnant, c'est quand je dis mon objectif, je l'atteins. Exact. Et j'en suis satisfait, j'en retire de la satisfaction, du bonheur. Parce que si on passe sa vie à courir après un objectif, mais qu'on arrive en haut de l'escalier, mais qu'on n'a pas monté le bon escalier, et qu'on se retrouve insatisfait, même si on a réussi, exact. Ce n'est pas un scénario gagnant. C'est un scénario non gagnant. Et ça arrive à beaucoup de chefs d'entreprise, de sportifs, de personnes qui se sont sentis obligés de faire un métier, qui arrivent au summum de ce métier, mais qui dans le fond traînent une souffrance parce qu'ils ne sont pas à leur place. Et c'est un peu des choses comme ça que tu essaies de combattre. Parce qu'on... Je ne sais pas, c'est-à-dire que ce qui se passe dans cette construction du scénario, c'est que l'humain va trouver un sujet dont il va se mettre en quête. Ok. Et il s'identifie à la quête. Et donc, si à un moment donné, il obtient l'objet de sa quête, ça peut le déstabiliser, parce que moi, je me suis identifié à ma quête. Si j'obtiens, alors je n'existe plus, je n'ai plus de raison d'être. Ouais. Donc, inconsciemment, il remet en place son scénario pour retrouver cette sensation de quête. Ouais. Et du coup, ça, c'est souvent des scénarios non gagnants. Des gens qui oscillent entre un peu de satisfaction et puis on revient à la norme. Exactement. Un peu de souffrance, mais on revient à la norme. Ils sont toujours dans cet entre-deux, un peu visqueux, jamais éclatant. C'est un peu monsieur et madame tout le monde, finalement, le scénario non gagnant. Oui, c'est vrai, c'est la majorité des gens. C'est la majorité des gens. Rien de absolument horriblement dramatique et rien d'extra. Ils sortent jamais de l'ordinaire, ou en tout cas, ils ne vont jamais vraiment vers ce que eux ils voulaient au fond du cœur de leur âme, quelque part. Ouais. Et ensuite, tu as le scénario perdant, où c'est plutôt la tragédie. C'est tragique. Quelqu'un qui va se mettre en difficulté, en souffrance, dans des situations... Là, il faut un travail thérapeutique. Ouais. Et on peut à tout moment changer entre les trois scénarios, mais en général, c'est encodé l'un des trois. Oui. Le but de l'analyse transactionnelle, c'est de gagner en autonomie, c'est-à-dire sortir de son scénario. D'accord. Et on y retourne inévitablement, mais le moins souvent possible, et en étant clairement conscient que je suis en train de rejouer mon scénario. Ouais. Mais comme j'ai gagné en autonomie, j'ai les moyens d'en ressortir plus rapidement, plus facilement. Ouais, et c'est très important de le dire, ça. Comme dans la théorie des jeux psychologiques et comme dans la théorie des scénarios de vie, on s'en sort jamais entièrement. L'idée, c'est juste de dire, ok, là, attention, je suis en train de retomber dans un scénario, dans un schéma. Voilà. Pour dire avec des mots plus courants, c'est un schéma de comportement qui ne me sert pas, où je vais avoir des actions de sabotage, d'auto-sabotage, de mépris ou de dénigrement des autres, de mes relations à moi, aux autres et au monde. Et alors là, on peut s'arrêter, prendre du recul justement, respirer, et se dire, ok, comment je reviens vers l'autonomie, comment je redeviens libre et indépendant dans mes choix, dans mes séquences comportementales. Oui, ça me fait penser à une phrase que j'avais eue d'un enseignant, je ne sais plus lequel, mais qui disait, l'école, elle n'est pas faite pour apprendre. Elle est faite pour apprendre à apprendre. Et une fois qu'on a appris à apprendre, en fait, on gagne en autonomie. Ouais. Parce que je sais encore apprendre. Ok. Bah écoute, sur ces belles paroles, Xavier, merci beaucoup. Je te remercie à toi. Ouais, oui, super. C'était un plaisir partagé. D'échanger avec toi, de répondre à tes auditeurs. Juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous donner où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne sur LinkedIn, Xavier Eloy, E-L-O-Y. Ok. Ou sinon, avec une adresse email, xavier.eloy@awa.fr. Ok, super. Voilà. Merci Xavier et merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup.